Bonsoir à tous, comme chaque semaine, France Info et l'INA vous offrent un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. Vous regardez l'inattendu et vous êtes les bienvenus. Madame, monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Absolument, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le fric. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la deuil? À mes côtés, Ludivine Lopez et Tariq Kaldi, journalistes à la rédaction de l'INA. Bonjour à tous les deux. Comme chaque semaine, vous avez sélectionné des sujets d'actualité qui trouvent un écho particulier lorsqu'on observe la manière dont ces thèmes ont été traités par le passé. Tariq, aujourd'hui, vous nous parlez d'accent. Jeudi, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi doit être débattue sur la glottophobie. Et la glottophobie qui est la discrimination envers les accents. Alors, un député du groupe Agir à l'Assemblée voudrait qu'elle soit punie, tout comme les autres types de discrimination. Et vous vous en doutez, les accents, c'est sujet de moquerie depuis très longtemps. On va le voir dans une archive. Ce sont des Marseillais qui nous expliquent. L'accent du Midi, Oui. c'est le terroir, c'est le soleil, c'est l'expression des gens de notre pays. Nous avions une prof en primaire qui nous disait que l'accent provençal, c'était un accent vulgaire. Et elle nous obligeait à parler avec les mains comme ça, l'accent pointu. Lorsque j'étais jeune comédien et que j'ambitionnais de jouer des rôles importants, on m'a fait remarquer à maintes reprises que, ma foi, si je ne perdais pas cet accent méridional, il était exclu pour moi d'envisager quoi que ce soit d'autre que des petits rôles. Et alors, en plus, c'était des rôles de personnages ou des gendarmes, assez grotesques. Voilà, cette archive de 87, si j'ai voulu vous la montrer, c'est que comme ce comédien, dans mon cas, donc moi je viens du sud-ouest, de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, Plus vraiment. ça s'entend plus pourquoi. Vous avez l'accent parisien, là. Parce que justement, Nathanaël Ludivine, il y a une dizaine d'années en école de journalisme, on m'a dit, si tu veux bosser ailleurs qu'à France 3 Toulouse, il va falloir perdre cet accent. Voilà, un petit exemple de glottophobie, si on veut. Merci beaucoup, Tariq. Autre sujet dans l'actualité cette semaine, le lancement hier de la 36e campagne des Restos du Cœur, une édition qui devrait être marquée par une forte augmentation des bénéficiaires, bien sûr en raison de la crise sanitaire. Oui, difficile de parler des Restos du Cœur sans penser à Coluche et à cette archive. Elle date de 1985, vous allez la voir. C'était lors de la première édition des Restos du Cœur. Coluche et 5000 bénévoles œuvraient dans toute la France. Regardez. Ça va les garçons? Un peu froid, mais... C'est quoi ta télé? Restaurant du Cœur, une première. Pas une minute à perdre. Dans quelques heures, 600 repas gratuits vont être distribués à Gennevilliers, au nord de Paris, sous un chapiteau. Resto Coluche, la locomotive du projet. Il est partout, c'est l'abbé Pierre des années 80. Maintenant, si tu veux, on s'adresse à une catégorie de gens qui sont des chômeurs, qui ont une famille, tu vois, c'est pas des clochards qui vivent dehors. Alors, on fait une distribution plutôt qu'un repas, parce que, venir bouffer là, c'est un petit peu, tu vois, dérangeant pour eux qui ont une famille, alors que là, tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais à bouffer, t'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné. Vous avez entendu Coluche évoquer déjà cette notion de nouveaux pauvres, une notion plus que jamais dans l'actualité. D'autant qu'il me semble que c'était pas voué à perdurer, les Restos du Cœur. Exactement, c'était juste pour un temps, une saison. Ouais, et ça fait 36 ans que ça dure. Voilà pour l'actualité de cette semaine, mais sinon, que s'est-il passé le 25 novembre ces dernières années? C'est le zapping de l'INA, ça s'est passé un 25 novembre, regardez. Bonjour. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans cette édition qui 4300 journaux télévisés, 8 Jeux Olympiques, 15 mariages des grands de ce monde, Léon Zitrone était une véritable institution de la télévision française. C'est dans ce quartier intensément vivant du Vieux Paris, au bout de la rue Brise-Miche au nom médiéval, que le centre Beaubourg va être édifié. Ce sera le plus grand centre culturel de France et peut-être du monde. On ne va pas retourner à l'époque de la bougie si on remet en cause la recherche dans le nucléaire. Il y a 50% des parents qui disent que pour corriger leurs enfants, ils donnent une gifle. 44% qui préfèrent la fessée et 8%, mais oui, le martinet, la ceinture, ça fait très mal, ou la badine. Mais dans quelles usines irez-vous travailler?
Et quels seront les emplois pour vos enfants? Beaucoup se souviennent, à 2 pas de la place Pigalle, les grandes heures du cirque Medrano. Plus de dompteurs, plus de clowns, plus d'acrobates qui font frémir la foule. Le cirque Medrano est maintenant livré à la pioche des démolisseurs. Une femme que l'on coiffe, une coiffe que l'on fête. De là à déduire que la Catherinette est une jeune fille qui se fait des cheveux serait exagéré. Bonsoir et à demain. Jamais le Black Friday n'avait occupé une telle place dans l'actualité, alors que des dizaines de commerces non essentiels se préparent à rouvrir. Eh bien, les sites de vente en ligne, Amazon en tête, ont surpris tout le monde en acceptant de repousser d'1 semaine cet événement promotionnel, un des temps forts de l'année commerciale. L'an passé, tenez-vous bien, 60 millions de transactions par carte bancaire ont été enregistrées en France à ce moment-là. Bref, ce jour illustre parfaitement, Tariq, notre consommation, notre surconsommation. On parle presque de frénésie. On peut parler de frénésie et avant d'analyser ce phénomène-là, on va le constater avec des images en France et aux États-Unis. Alors d'abord, les États-Unis, cette archive date de 2012, c'est les mêmes scènes chaque année. Dès la nuit tombée, les gens sont déjà là, c'est des foules, on se bouscule, on s'insulte, on se pousse. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des télés, de l'électroménager, toutes sortes de produits jusqu'à moins 70%. Alors, aux États-Unis, le Black Friday, on le fête. Il a lieu en tout cas depuis les années 70, mais en France seulement depuis quelques années. Là encore, on va voir des images de 2017, des images où on voit plus ou moins les mêmes scènes qu'aux États-Unis. On se rue vers tous ces produits. Une course carrément. Et cette année, forcément, crise sanitaire oblige, on ne verra pas ces images. Souvent vers le rayon télé d'ailleurs, Tariq. Oui. Les cohues à l'entrée des magasins, comme on vient de voir, ne sont tout de même pas arrivés en France avec le Black Friday. Non. Il y avait les soldes par le passé pour que les JT nous montrent un peu cette frénésie. Alors c'est un peu plus calme, mais on va la constater dans une archive de 1965, une archive que j'adore. C'est alors que l'on voit se transformer subitement la plus douce des créatures en démon. C'est l'agressivité des femmes tigresses qui se disputent la même proie. C'est pas la peine. Vous avez 59. Oh, madame, non, c'est moi qui l'ai pris la première. Je suis après, madame. J'ai bien entendu, Tariq, on parle de femmes tigresses. Ouais, des femmes tigresses qui se disputent un gilet. Archive de 1965. 1965, on commence aussi à se poser des questions sur un tel comportement, et notamment un auteur, Georges Perec, qui se demande pourquoi est-ce qu'on a besoin d'acheter autant de choses. Dans la société que l'on appelle société de consommation, l'essentiel est de consommer et tout nous pousse à consommer. La publicité, les étalages, les vitrines, d'une certaine manière, nous rendent fous, nous saoulent. Toutes ces choses ne sont là que pour entretenir une espèce de frénésie, de vertige, d'hypnose. Tout nous pousse à acheter, vous l'avez entendu. Mais je voulais vous faire écouter une autre personne qui s'est aussi penchée sur cette question. C'est François de Closet, qui a dédié un livre qui s'appelle « Le bonheur en plus ». Et il se demande, dans une approche plutôt philosophique, est-ce que tout ça nous rend heureux? On écoute ses réponses. Je crois que de poursuivre le bonheur à travers l'augmentation du confort et des biens matériels, c'est une voie illusoire. C'est une voie illusoire et qui nous conduit maintenant à des crises de plus en plus graves. Une voie illusoire et en plus, ça peut être pathologique dans certains cas. Vous savez comment ça s'appelle à tout hasard comme ça? Non. L'oniomanie. Oniomanie, donc c'est l'achat compulsif, une maladie qu'on connaît à peu près. L'oniomanie Oniomanie, oui, depuis les années 60. Et comme un autre excès, par exemple l'alcool, un des moyens de lutter, c'est d'en parler. D'ailleurs, j'ai appris en regardant dans les archives qu'il existait des réunions de débiteurs anonymes. Alors le principe, voilà, c'est d'en parler en groupe. Et des journalistes se sont... Comme ça, au moins, pendant qu'ils en parlent, ils n'achètent pas. Voilà, ça c'est sûr, ils n'achètent pas. Et on va voir à quoi ça ressemble, une archive de 1993. Toutes ces personnes viennent aux réunions des débiteurs anonymes pour agir sur leur comportement, pour se donner les moyens d'endiguer leur endettement chronique, chose qu'ils n'ont jamais pu réaliser seuls. Dès que j'ai un problème, ou même pas un problème, je peux être amoureuse et puis tac, je vais claquer un peu plus que j'ai, pas forcément des grandes sommes, mais plus que j'ai. En fait, je me fais du mal. Je trouve que de toute façon, toute personne qui va à une réunion d'un programme est une personne courageuse. Et dites-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc on laisse imaginer... Face à cette surconsommation, il existe quand même des appels à la résistance. Oui, des appels à une consommation raisonnée, en tout cas de la part d'associations, de la part de militants. Et là encore, en regardant dans les archives, j'ai appris qu'il y avait une initiative assez évoquante qui s'appelle le Buy Nothing Day, journée sans achat, qui
Ce n'est pas un hasard, a lieu en même temps que le Black Friday. Et assez paradoxalement, cette journée sans achat, elle avait déjà lieu dans les années 90 en France, en 1999, dans l'archive qu'on va voir près de Lyon. Prosternation d'une dizaine d'adeptes de la non-consommation devant l'un des temples de la consommation, le centre commercial de Saint-Priest. Et c'est une bonne occasion d'interpeller les consommateurs. Je ne pense pas qu'ils sensibiliseront le public à un mois des fêtes de Noël, entre autres. Les fêtes de Noël, la course aux cadeaux et à la grande bouffe, c'est justement pour ça que les anti-consommations s'adressent aujourd'hui aux consommateurs que nous sommes presque tous. Voilà, on avait du mal à convaincre à l'époque. Voilà, une journée sans achat, en tout cas, qui tombe plutôt mal et qui n'a certainement pas convaincu les dizaines de milliers de commerces non essentiels qui sont restés fermés durant ce mois de novembre. Voilà, merci beaucoup, Tariq. Il y a quelques jours, Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme Alexia, une affaire qui nous rappelle que plus de 100 femmes meurent chaque année sous les coups de leur conjoint. Bonsoir Ernestine Ronnet, merci d'être avec nous. C'est aujourd'hui la journée contre la violence conjugale, un phénomène en forte augmentation pendant le premier confinement. Alors vous êtes la présidente de l'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous constatez, vous aussi, dans votre département, une recrudescence de violence au sein des foyers? Oui, il y a bien sûr, quand on est confiné à l'intérieur d'un foyer, surtout quand c'est petit, etc., on a bien sûr un risque de violence accru. C'est évident. Et du coup, on s'énerve, etc. Mais les hommes violents, c'est autre chose. Les hommes violents, ce sont des hommes qui ont la volonté de dominer, de prendre le pouvoir sur leurs compagnes et sur leurs enfants d'ailleurs. Et ça, c'est de la violence conjugale et c'est très différent d'une violence, on va dire, qui serait due à des circonstances particulières. Et pendant le confinement, cette violence s'exprime en effet davantage et nous avons davantage de violence. Et en même temps, ce qui est important, c'est que lorsque les femmes appellent au secours, le 17 police secours, eh bien, la police intervient, se déplace plus que d'ordinaire et réagit. Et c'est ça qui est intéressant. Alors aujourd'hui en France, les violences conjugales font partie des grandes causes nationales, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ludivine, depuis quand parle-t-on de violences conjugales à la télévision? Eh bien, ce n'est pas si vieux que ça. Hein. Les premiers reportages qu'on trouve, nous, à l'INA, datent des années 70. Alors, à l'époque, à cette époque-là, je le rappelle, les violences conjugales sont tabous, voire normales, dans la société française. Seule une poignée de féministes dénoncent fermement les violences conjugales. Parfois, leurs actions étaient relayées dans les médias. Vous allez le voir sur les archives qui vont suivre. Cette manifestation, en 1976, une association strasbourgeoise exposait en pleine rue un cercueil couvert d'un drap noir, entouré de fleurs, un acte fort à l'époque. Et il y avait aussi à l'époque déjà des témoignages. Oui, il y en avait peu, mais il y en avait des témoignages encouragés par des associations. En fait, les associations encourageaient les femmes battues à parler de leur quotidien à la télévision. C'était le cas en 1976. Cette femme, vous allez le voir, acceptait de témoigner à visage découvert. C'était exceptionnel à l'époque, dans un documentaire diffusé à l'époque sur Antenne 2. Il m'a roué du cou et moi je suis tombée par terre, je voulais protéger mon bébé et en même temps j'ai eu vraiment des coups très graves et après par la suite j'en ai eu dans le dos puisque j'étais couchée sur le côté et à un moment j'étais un peu inconsciente, il m'a traînée dans la chambre et puis je voulais crier encore au secours mais il m'a mis le poing dans la bouche et puis il m'a maintenue sur l'oreiller pour que les voisins ne m'entendent pas crier. Un témoignage dur, hein, glaçant, vous l'avez entendu. C'est l'un des premiers à la télévision. En quoi ces récits ont-ils été utiles, Ernestine Ronnet? En voyant ce récit, ce témoignage, je pensais au premier livre qui est paru en France sur les violences conjugales, qui s'appelle « Crie moins fort, les voisins vont t'entendre ». Et je trouve que ce titre est très parlant. Et c'est exactement ce que dit cette dame. Vous avez parlé de femmes battues. Effectivement, à l'époque, on ne parlait que de femmes battues. C'est-à-dire toutes les violences psychologiques, les violences sexuelles dans le couple, les violences matérielles, ça, on n'en parlait pas. On ne parlait que des violences physiques. Et déjà, c'était rare. Et c'était très important. Et je crois que, à la fois, ce témoignage, évidemment, est émouvant, on ne peut pas dire autre chose. Et en même temps, il nous dit quelque chose de la façon dont on regardait les femmes victimes de violences. Il a fallu attendre les années 2000
avec l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes, pour qu'on arrête de parler de femmes battues et qu'on parle de femmes victimes de violences. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, des témoignages, en tout cas, si on a bien compris, nécessaires pour faire changer les mœurs. D'ailleurs, cette évolution des mentalités, Ludivine, on la constate avec un exercice que l'on aime bien dans l'inattendu. Oui, même s'il n'a pas valeur de sondage, hein, je le précise, on l'aime bien parce qu'il permet de prendre le pouls en fait, d'une époque. Alors avec Tariq Kaldi, on est allé dans la rue poser exactement la même question que dans l'une de nos archives, le même micro-trottoir en 1975 et en 2020, juste avant la crise sanitaire, je le précise. Moi, si je veux taper ma femme, je suis sûr qu'elle fera mieux l'amour. Inadmissible. Vous avez déjà battu votre femme? Oh, des petites gifles, bon, 4 fois rien. Je n'ai jamais battu ma femme ne m'a jamais battu non plus d'ailleurs. Et vous, monsieur, avez-vous déjà battu votre femme? C'est presque insultant comme question. Jamais. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit, non. Jamais. Même pas avec une rose? Oui. Un coup malheureux. Et si je vous disais que moi je bats ma femme, pour qu'elle soit plus gentille et plus amoureuse de moi? Alors, à certaines femmes, il leur faut leur faire rentrer à coups de poing. Quand je suis un grand romantique, les femmes, je les caresse, je ne les bats pas. Le but, c'est quand même d'avoir une relation d'égalité et justement aller de l'avant tous ensemble. Il y a des femmes qui aiment ça par, je sais pas, par habitude peut-être. Il y en a qui aiment être battues. Je préfère qu'elle me charrie, elle fasse tout, elle me tape même si elle veut, mais moi non, je pourrais pas. Alors vous l'avez vu, hein, le discours sur les violences conjugales a évolué en 45 ans. Oui, c'était en 75, hein, c'est pas non plus au Moyen-Âge. Hein, exactement, oui, tout à fait. C'était hier. Hein. Et c'était hier, et ça a quand même évolué, on le constate, face caméra. Face caméra, j'insiste, parce qu'une fois la caméra éteinte, les propos de certains sont parfois moins modérés. Et dans les faits, plus de 200 000 femmes subissent encore chaque année les violences physiques et ou sexuelles de leur conjoint ou ex-conjoint. Ernestine Ronay, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que ça vous rassure, ce micro-trottoir? Je parle entre ce qui se passait en 1975 et ce qu'on répond aujourd'hui dans la rue. Heureusement qu'on a beaucoup progressé, on ne peut pas le dire autrement. En regardant ces deux micro-trottoirs, on voit bien qu'on a beaucoup progressé dans les mentalités, c'est vrai. On n'a pas encore gagné la partie en même temps, il faut se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous le rappeliez, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups et sous les coups de son mari violent, donc c'est énorme, hein. Donc on n'est pas encore arrivé au bout, mais on a progressé, c'est ce qu'il faut se dire. Et quand je regardais le reportage et que je voyais une gifle, c'est pas si grave, malheureusement encore aujourd'hui, il y en a qui pensent les hommes violents, c'est pas tous les hommes. Vous avez fait un micro-trottoir, donc c'est du tout venant. Mais les hommes violents... Oui, ça n'a pas valeur de sondage, surtout. Voilà, les hommes violents, eux, pensent qu'une gifle, c'est pas si grave et qui pourrait faire encore pire, casser le bras, casser le nez, voire tuer. Donc on voit bien que la gifle est encore vécue comme n'étant pas si grave, alors que nous savons que même la gifle, elle vient après beaucoup de violences psychologiques, t'es nul, t'es qu'une merde, t'es qu'une conne, etc., qui sont des mots qui cassent la dame et qui lui font très mal, et arrive la gifle, mais pas du tout au premier plan. Elle arrive bien après de longues années, voire longues années de violence psychologique. Et c'est en regardant ça, c'est à ça que ça me faisait penser. Alors je voudrais préciser que vous êtes une des pionnières, la pionnière en France à avoir porté ce combat. L'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis, dont vous êtes aujourd'hui la présidente, a été créé en 2002, il y a presque 20 ans. C'est le premier du genre en France. Quels sont les outils dont vous disposez justement pour lutter contre ce fléau? Le premier outil, c'est le partenariat. C'est-à-dire que tout seul, jamais une personne, un professionnel peut tout faire pour une dame qui est victime de violence. Et donc le partenariat, c'est la justice, la police, c'est les associations, les services sociaux, aide sociale à l'enfance, etc. C'est ensemble qu'on arrive à aider une dame. Donc c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est que justement ensemble, on a créé des dispositifs qui fonctionnent. Alors, c'est en Seine-Saint-Denis qu'on a inventé le téléphone grave danger que j'avais vu en Espagne et que j'ai ramené en France. Et ce téléphone grave danger est un outil très important, bien utilisé en France. On a protégé près de 1000 personnes, 367 femmes victimes de violences en 11 ans et 574 enfants.
Ça fait près de 1000, c'est énorme. Il y a beaucoup de victoires. Et du coup, c'est important parce qu'il n'y en a aucune qui a été tuée. Donc pour nous, c'est très important. Alors justement, les débuts de la prise en charge des femmes victimes de violences, c'était aussi dans les années 70. Oui, exactement. Déjà, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70, il n'existait aucun centre d'hébergement d'urgence pour les victimes. À cette époque, les associations réclamaient des subventions pour la création d'un refuge. Et c'est précisément ce combat qui va être médiatisé. Regardez ces images. Nous sommes en 1976. Des militantes de l'association SOS Femmes Battues occupaient un château en région parisienne. Un lieu promis à l'époque par François Giroud, la secrétaire d'État à la condition féminine. Cette action médiatique visait à alerter les pouvoirs publics. On a beaucoup dit que Mme Giroud nous avait donné un local, Mme Giroud nous l'a dit elle-même, et puis on attend toujours. Et il y a urgence. Il y a urgence. Il y a 150 femmes qu'il faut loger. Il y a des femmes qui arrivent et qui sont vraiment démolies moralement, psychiquement, qui n'ont aucune formation professionnelle. Ces femmes-là, il faut justement que la maison leur permette de trouver un travail, de se rééquilibrer. Alors après deux années de combat acharné, l'association obtient enfin l'ouverture du premier refuge français en 1978. Pas dans un château, mais vous le voyez, dans un local plus modeste, à Clichy, au nord de Paris. Vous allez le voir sur les images. C'est le centre Flora Tristan, qui existe toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, il a déménagé. Qu'est-ce que ça représentait, ce refuge, à l'époque, Ernestine Renet, pour les femmes battues? Ça représentait l'idée qu'il fallait trouver un lieu pour qu'elles puissent être en sécurité. Normalement, la maison, c'est le lieu de sécurité. Et là, pour les femmes victimes de violences, eh bien, la maison, c'est le lieu maximum de l'insécurité et de l'insécurité permanente. Et donc, ce lieu de protection, finalement, était un lieu qui permettait de se poser, d'éventuellement faire des démarches judiciaires et donc de reprendre son souffle pour reprendre sa vie en main parce que l'agresseur avait complètement cassé la dame et du coup, ça lui permet de repartir, si je peux dire, dans la vie. Et c'est ça le sens de ces refuges. Alors, ce refuge, c'est une première victoire à l'époque pour les associations, mais les femmes battues attendent aussi, surtout, un engagement significatif des pouvoirs publics. Oui, et on va le voir, on le voit dans les archives. C'est à la fin des années 80 que les pouvoirs publics vont réellement s'emparer de la question des violences conjugales. En 1989, la première campagne nationale d'information est lancée, une campagne marquée par ce spot télévisé, le premier du genre. C'est parce que trop d'hommes s'imaginent avoir tous les droits dans leur foyer que près de 2 millions de femmes sont battues régulièrement en France. La violence conjugale, comme toute autre forme de violence, est inacceptable. 3 ans plus tard, donc en 1992, l'État soutenait la mise en place du premier numéro national dédié aux victimes, l'ancêtre du 39-19. Cet accompagnement des pouvoirs publics, ça a changé quoi concrètement, Ernestine Renet? C'est très important parce que, évidemment, c'est les moyens qui vont aller avec. Une campagne télévisée, c'est très, très, très important parce que ça permet d'informer les femmes, ça permet d'informer les voisins, les amis, la famille, c'est-à-dire tout le monde autour. Et vous savez, souvent les femmes disent je l'ai vu à la télévision que j'étais victime. C'est-à-dire que le rôle vraiment de la télévision, si je peux dire, mais aussi de la radio, est très important, des médias d'une manière générale, pour permettre aux femmes de se dire ce que je vis, ça n'est pas normal et c'est inacceptable. Et cette campagne télévisée, elle est emblématique de ça, cette première campagne, d'une prise de conscience finalement de la société française, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec les violences faites aux femmes. C'est ça que ça dit, et ça, c'est très important, et on voit que ça produit ensuite d'autres campagnes, etc. Et ça veut dire une politique publique qui va prendre en compte et en charge la lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'après, on a eu des plans de lutte contre les violences faites aux femmes, justement, etc. Est-ce que les promesses faites à l'issue du Grenelle des violences conjugales ont été tenues? Il y a des promesses qui ont été tenues, d'autres pas. Dans les promesses tenues, on peut dire qu'il y a des améliorations qui ont été apportées. On vient de parler du refuge. Le grand problème qui vraiment continue en France, c'est la question des hébergements spécialisés avec un personnel formé, sécurisé, non mixte. Merci à vous, Ernestine Renet. Merci à Ludivine pour cette enquête. Je rappelle les numéros d'urgence si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales. Le 17, bien sûr, le 114
par SMS et le 3919. Voilà, c'est la fin de cette émission. Comme chaque semaine, on se quitte avec une pépite de Lina, la Gadou de Petula Clark. Petula Clark. C'était en 1967, et oui, elle est accompagnée par l'orchestre de Raymond Lefebvre. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la Gadou, la Gadou, la Gadou, la Gadou, la Gadou, la Gadou. Une, des gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la Gadou, la Gadou, la Gadou, la Gadou, la Gadou, la Gadou. Voilà la Gadou que fredonnait il y a quelques instants un artiste René avec à nos côtés. Merci à vous. On se retrouve mercredi prochain, 21h sur le canal 27. Bonne semaine.